bonjour à tout le monde. Donc tout d'abord, je me présente. Je suis Philippe Sissoko. Je travaille chez Eurofins Electric Electronics en France. Donc j'ai en charge l'activité de test et certification de produits électriques et électroniques. Donc nous sommes basés sur deux sites, un site à Aix-en-Provence et un site en région parisienne. Nous sommes impliqués dans les essais de produits électriques et électroniques dans lesquels on va retrouver les tests électriques, les tests de compatibilité électromagnétique, radiofréquence et de cybersécurité. Donc l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est de vous faire part de la réglementation et de qu'est-ce qui est mis en œuvre pour vérifier la conformité des produits. Donc jusqu'à présent, on a eu des présentations qui ont présenté le risque cyber, les solutions qui peuvent être mises en place, tant sur le plan préventif que correctif. Et là, un des moyens également de se protéger vis-à-vis de la cybersécurité, c'est de pouvoir faire les tests. Monsieur Camus a présenté, pendant sa présentation, a parlé également de tests de pénétration, qui sont un des outils qui sont mis à disposition, qui permettent de vérifier la conformité des produits. Donc tout d'abord, moi je vais intervenir plus sur le domaine du test réglementaire. Pourquoi ? Parce que, je travaille dans cette activité depuis plusieurs années et aujourd'hui, ça constitue un des moyens de s'assurer que les produits qu'on va utiliser ou qu'on est sur le point de mettre sur le marché ont pris en compte au niveau de la conception un certain niveau de robustness qui va leur permettre de résister lors de leur utilisation. On se pose encore beaucoup la question à travers les réglementations, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire, de pas obligatoire? Donc aujourd'hui, on est dans une phase transitoire. Il y a certaines industries qui ont rendu obligatoire la cybersécurité dans le cadre de leur cahier des charges. Quand ils achètent un produit, quand ils achètent une solution, ils ont des cahiers des charges dans lesquels ils demandent un certain nombre de prescriptions en matière de cyber. Et il y a également des industries qui ont mis en place également des exigences de cybersécurité à travers des essais de la certification. C'est le cas de l'industrie médicale, c'est le cas de l'industrie automobile et c'est le cas également de l'automation. Donc quelques exemples que j'ai retrouvés dans la littérature de certaines publications d'entreprises qui ont soit implémenté des solutions en matière de cybersécurité en précisant ce sur quoi ils se sont appuyés. Donc intervenant dans le domaine du test, donc nous on considère, et la plupart des normes sont construites comme ça, on considère qu'un produit, par exemple, prenons le cas d'un produit connecté, plus un produit va avoir d'accès, connexion Wi-Fi, connexion Bluetooth, des câbles USB, plus on va avoir ce qu'on appelle, on va augmenter les surfaces d'attaque. Ça veut dire que les moyens de pénétrer dans le produit vont augmenter. C'est comme une maison, plus vous avez de portes et de fenêtres, plus il y a un risque. Après, bon, on peut bloquer telle porte ou telle porte ou telle porte, mais si on ne bloque pas l'ensemble, le fait d'avoir laissé une seule des ouvertures sans protection, le produit, on peut devenir vulnérable. Donc on voit, quelle que soit la technologie embarquée, que ce soit du Wi-Fi, du cellulaire ou d'autres technologies, on aura toujours ce qu'on appelle des canaux d'entrée à travers lesquels on pourra atteindre le produit. Donc aujourd'hui, la plupart des normes, des tests vont bien sûr reposer sur la partie intrinsèque au produit, le logiciel, le software, comme ça a été expliqué précédemment par les précédents intervenants. Mais on a également des tests qui vont être faits, des tests de pénétration, de vulnérabilité sur les différents accès. Un hacker qui essaye de passer par un système Wi-Fi, par le canal Wi-Fi, qu'est-ce qui va se passer pour tel ou tel produit? C'est un peu l'objet des différentes normes qui sont actuellement mises en place. Donc pour vous dresser un panorama de ce qui est en cours de préparation,
Donc à travers le marquage CE, qui est déjà applicable dans le cas de nombre de réglementations, la CEM, la sécurité électrique, la machine, les produits médicaux, automobiles. Donc, et la directive RED qui est une directive qui concerne les produits de radiocommunication. Donc elle a été renforcée par des exigences de cyber qui vont être applicables à partir du 1er août 2025. Ça veut dire que pour mettre sur le marché un produit radiocommunication, il faudra, en plus de ce qui est aujourd'hui vérifié CEM, sécurité électrique, il faudra également appliquer des exigences de cybersécurité. Dans le cas des dispositifs médicaux et des appareils de diagnostic in vitro, il y a également des exigences de sécurité qui sont rentrées en vigueur en 2021, d'application obligatoire en mai 2024 pour tous les produits, les nouveaux produits qui sont mis sur le marché. Donc là, bien que ce soit applicable depuis mai 2024, il y a encore un flottement. La plupart des industriels déjà ne sont pas prêts. Les organismes notifiés, certains ne savent pas trop comment prendre le sujet. Donc, je pense que ça va mettre un temps à se mettre en place. Mais l'industrie médicale se prépare et prend en compte aujourd'hui un certain nombre de règles en matière de cybersécurité dans le design des produits et la validation des produits. Dans le domaine de l'industriel, l'automation, il y a une norme qui est aujourd'hui très applicable. Hein. Elle a été prise en compte par des schémas de certification qui sont applicables aux produits électriques électroniques, un schéma qui s'appelle CIBI, qui est fait par un organisme international qui s'appelle l'IECE. Donc, dans ce schéma de certification, on a aujourd'hui des exigences de cybersécurité. Par exemple, les premiers à avoir appliqué ce schéma sont les gros de l'automation de l'industriel. ABB, Honeywell, pour ne citer que cela. Et ensuite, il y a une version des critères communs qui sont en général régis par l'ANSSI, donc celui qui m'a précédé à la conférence. Donc c'est l'ANSSI aujourd'hui en France et l'organisme de certification. Il y a un certain nombre de laboratoires qui sont reconnus en France et qui sont accrédités selon la norme ISO 17025. Et ensuite, la certification des produits se fait sur cette base-là. Ce sont des critères qui sont assez rigoureux et complexes. Donc, comme c'est encore assez national, il y a un schéma européen qui s'est mis en place à travers le EUCC. EUCC, c'est European Common Criteria. Ensuite, on a aussi un schéma européen pour le cloud. On a parlé de la 5G au début de la présentation. Il y a un schéma de certification également qui se met en place pour la 5G. Et on a enfin le Cyber Resilience Act, qui est une réglementation qui va couvrir la cybersécurité au sens large et qui va être applicable pour tous les produits. En fait, la cybersécurité va devenir, comme l'est aujourd'hui la CEM, la compatibilité électromagnétique, qui est une exigence qui s'applique à tous les produits électriques, électroniques, dès l'instant où le produit peut être soumis à une onde électromagnétique ou peut émettre une onde électromagnétique. Donc aujourd'hui, la problématique cyber reste encore assez sectorielle. Il y a pas mal de domaines comme le médical, l'automobile, qui ont mis en place des réglementations spécifiques par rapport à leurs besoins, à leurs usages. Mais dans les années qui arrivent, ça va devenir quelque chose de transverse. Donc ça veut dire que quand un secteur n'aura pas légiféré ou n'aura pas forcément mis en place de réglementation en matière de cybersécurité, le Cyber Resilience Act va s'appliquer puisqu'il s'appliquera de façon transverse. Donc je vais détailler. Donc le Cyber Resilience Act, donc premier réglementation à détailler. Donc ça a été publié en 2022 par la Commission européenne. Donc l'objectif, c'est de proposer un règlement commun qui va permettre à tous les États membres d'évaluer la cybersécurité des produits. Voilà, donc ça a été mis en place 2022. D'ici que ça s'applique de façon obligatoire, ça va prendre du temps, puisqu'il y a des discussions, il y a des échanges sur les exigences entre différents pays. La première projection en termes de date d'application, ce n'est pas avant 2027. D'ici que tout le monde soit d'accord sur les exigences et que chaque pays de l'Union européenne ait transposé
le Cybersécurité Act en réglementation nationale. Pourquoi? Comme cela a été très bien exposé précédemment par les personnes qui m'ont précédé, on voit qu'il y a de plus en plus d'attaques. Hein. Je pense que ça a été bien décrit à travers les 3 présentations de tout à l'heure. On voit également que si on voit la courbe qui est sur la droite au-dessus, c'est le nombre de vulnérabilités, ce qu'on appelle les CVE, les commandes vulnérabilité exposure. Ça, depuis entre 1993 et 2018, on voit l'augmentation des attaques. En fait, tous les jours, il y a des nouvelles vulnérabilités qui apparaissent pour tel ou tel produit. Et c'est pour ça que la cybersécurité reste quelque chose d'assez complexe, parce que vous allez peut-être valider un produit aujourd'hui, vous allez prendre en compte un certain nombre de vulnérabilités, en plus bien sûr des pentests et un certain nombre de checks faits sur les fonctions de sécurité, sur le logiciel, sur le firmware, mais il y aura forcément une validité par rapport à ce que vous aurez vérifié aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de définir cette période de validité. Donc j'espère qu'on n'aura pas des usines à gaz de type il faut évaluer le produit tous les ans ou tous les... Enfin, en tout cas, ça reste encore assez compliqué. On s'achemine plus vers le fabricant, la responsabilité du fabricant qui, lui, va vérifier en fonction des fonctions de son produit s'il y a un risque ou pas par rapport aux vulnérabilités qui sont publiées. Donc ces vulnérabilités sont publiques. Donc il y a un site, hein, si vous allez sur, je ne sais plus le site, je crois que c'est MITRE, M-I-T-R-E. Donc c'est un site qui va recenser toutes les vulnérabilités par fonctionnalité. Vous allez le trouver sur l'Unix, sur les Wi-Fi, le Bluetooth, quelles sont les vulnérabilités sur un système Bluetooth, un Zigbee, ainsi de suite, quoi. Donc le Cybersecurity Act, pour le résumer, c'est un certain nombre de règles en matière de cybersécurité à prendre en compte avant de placer son produit sur le marché. Donc c'est basé sur une législation, un concept, je dirais, commun au niveau européen. Donc ce sera des obligations que les fabricants devront ou les distributeurs devront prendre en compte avant de mettre leurs produits sur le marché. Ça passera par une prise en compte d'exigences essentielles. Je vais en exposer quelques-unes plus tard. Et il y aura des normes qui vont être harmonisées au niveau de tous les États membres. Ces normes permettront de démontrer la conformité du produit, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cas du marquage CE. Ensuite, il y aura un conformity assessment, une procédure d'évaluation de la conformité et qui va définir les obligations du fabricant, ce qu'il devra faire selon la criticité de son produit par rapport à la cybersécurité. C'est clair qu'une prise connectée ne sera pas évaluée de la même manière qu'un gateway ou qu'un dispositif médical ou qu'un calculateur, je sais pas, de voiture, quoi. Voilà. Donc il y aura une différenciation qui va être faite selon la criticité du produit par rapport à la cyber. Et ensuite, bien sûr, il y aura une sorte de surveillance du marché qui ne sera pas très très simple à faire au vu de l'évolution rapide de ces vulnérabilités. Donc le champ d'application, donc ça concerne tous les produits à partir du moment où il y a de l'intelligence dans le produit, tout ce qui est hardware, produits, composants ou associations, systèmes, le software. Donc il y a des définitions précises dans le document pour bien définir le champ d'application, quel produit est couvert ou pas. Ensuite, il y a des produits type études qui ne sont pas forcément commercialisés, donc ils ne sont pas concernés. Et également certains produits, services couverts par la NIS. Tout à l'heure, la personne qui m'a précédé, Monsieur Delaplace, a parlé de la directive NIS, hein, qui est une directive qui est en train d'être mise en place au niveau européen, où quand il y aura une réglementation qui aura déjà intégré la cybersécurité, ce qui est le cas aujourd'hui du médical, de l'automobile et de certains autres secteurs. Après, en termes d'obligations, donc voilà comment ça va se passer. Pour l'instant, on en est vraiment au début. On est dans la phase de discussion. Il y a un texte qui a été publié. Le texte définit les produits qui sont concernés, comment les exigences essentielles, c'est-à-dire comment les vulnérabilités vont être gérées, comment elles vont être évaluées, et la forme des informations
que le fabricant devra présenter à l'organisme qui va évaluer le produit. Voilà. Après, il y a une phase de maintenance qui est actuellement définie dans le CRA, dans le Cyber Security Act, de 5 ans, voilà, pendant lequel le fabricant, en fonction des évolutions du produit, pourra être amené à réévaluer le produit pour s'assurer que le produit continue à respecter la cybersécurité. Voilà, donc c'est comme ça que pour l'instant, donc il y a beaucoup de discussions à travers sur cela. Donc c'est pas des choses qui sont arrêtées actuellement, mais c'est l'esprit. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura une validité. Deuxième donc, réglementation qui est actuellement applicable, mais qui a rajouté la cybersécurité, qui s'est renforcée à travers la cybersécurité, c'est la directive RED, la directive des produits de radiocommunication. Donc on voit que cette directive, elle était déjà applicable avec tout ce qu'il y a en bleu au-dessus. Quand je mets ENA, c'est que ce n'est pas applicable. Et on voit que la cybersécurité est arrivée avec la partie en rouge. Sauf que mon document, il n'est pas à jour. C'est 1er août 2025. Ça a été décalé. L'application initiale était le 1er août 2024. Mais se rendant compte que les normes n'étaient pas prêtes, les fabricants ne sont pas prêts. Donc, il y a eu une période de décalage d'1 an. Mais je pense que même 1er août 2025, ça sera encore... Enfin, les gens, je pense, vont commencer à se mettre... On commence à avoir des demandes. On a des tests qui sont demandés par rapport à cette directive. Mais pour l'instant, c'est encore timide, quoi. Donc, dans cette directive, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, déjà, elle est obligatoire à partir du 1er août 2025. On va avoir des exigences essentielles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des normes qui sont clairement édictées, harmonisées entre États membres, le fabricant peut, sous sa responsabilité, s'il a les moyens de faire l'évaluation, de le faire lui-même. Donc, s'il ne les a pas, il peut confier à une tierce partie, un laboratoire indépendant, accrédité, qui pourra également réaliser les essais sous sa responsabilité. Il n'y a pas d'obligation, quand la norme est harmonisée, de passer par un organisme tiers. Le fabricant peut réaliser lui-même l'évaluation et faire sa déclaration de conformité, comme c'est le cas aujourd'hui pour la CEM, la sécurité électrique. C'est ce que certains appellent autocertification, mais la signification souvent qui est donnée à autocertification n'est pas la bonne. Hein. Donc, autocertification, au sens de directive, c'est j'applique l'exigence moi-même parce que la réglementation m'autorise à le faire et je déclare que si mon produit est conforme, je déclare qu'il est conforme et je le mets sur le marché à travers une déclaration de conformité. Donc, cette réglementation va s'appliquer aux produits que vous allez continuer à mettre sur le marché à partir de cette date. Même si les produits ont été mis sur le marché la première fois avant le 1er août 2024. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez des produits que vous mettez sur le marché, si vous continuez à les vendre au-delà de cette date, ils doivent respecter ces nouvelles exigences de cybersécurité. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des potentiels rétrofits, parce que je ne vous cache pas que la plupart des produits aujourd'hui qui sont sur le marché, je parle des produits de grande consommation, la plupart n'ont pas forcément intégré des exigences de cybersécurité. Donc ça peut poser aussi des problématiques de mise en conformité liées à l'application de cette nouvelle exigence. Il y a aujourd'hui des normes. Donc il y a une norme aujourd'hui qui est très connue, qui est de plus en plus connue. C'est la première. C'est une norme qui permet de démontrer la conformité du produit vis-à-vis de la cyber. Je vais préciser tout à l'heure les grandes lignes. Il y a une nouvelle norme qui vient de sortir, une norme ISO 18041 qui contient 3 parties et qui permet d'évaluer également la cybersécurité, le produit, les assets. Et il y a la norme industrielle 62443 qui existe déjà, mais qui est un peu plus high level que les deux précédentes. Autant les deux normes, la première et la deuxième, contiennent des exigences réelles en matière de test, c'est-à-dire comment on va évaluer le produit, autant la dernière, est plus basée sur un processus de vérification de la manière dont vous avez implémenté la cybersécurité au niveau du produit.
elle ne conduit pas forcément à des tests. C'est-à-dire que nous, quand on applique la troisième, la 62443, on va vérifier que le fabricant, à travers ce qu'il va nous fournir, on va vérifier qu'il a pris en compte un certain nombre d'exigences. Donc on va lui demander ce qu'on appelle des évidences. Par exemple, pour tel point, le firmware, comment c'est fait, les mots de passe, le chiffrage des données. On ne va pas forcément faire de tests. Alors que dans les deux précédentes, celles qui concernent les produits IoT, les produits de consommation, là, la norme, elle prévoit clairement les moyens de vérifier un certain nombre de prescriptions. Donc ça, c'est le schéma de la... Voilà. Donc ensuite, c'est clair que la RED qui s'applique aujourd'hui, qui intègre des exigences de cyber qui vont être applicables à partir d'août, va cesser de s'appliquer sur la partie cyber dès l'instant où le Cyber Resilience Act sera en vigueur, rentrera en vigueur. Puisque le Cyber Resilience Act, lui, il va couvrir l'ensemble des produits digitaux, électriques, électroniques. Mais en attendant, la cyber s'appliquera pour les produits concernés, bien sûr, qui sont les produits radio, les produits communicants. Alors, quelques indications de ce qu'on peut retrouver dans ces normes en termes de tests, en termes de vérification. Donc, ceux qui m'ont précédé ont présenté les vulnérabilités, la cybersécurité, comment on pouvait se prémunir d'un certain nombre de choses en amont. Nous, on se place davantage en aval, c'est-à-dire que le produit est déjà conçu, le fabricant, il vient nous voir et on va appliquer un certain nombre de tests sur le produit. Bien entendu, si le fabricant veut que son produit satisfasse ces exigences-là, il va falloir que dans le design, il prenne en compte un certain nombre de choses. Donc, on va retrouver un certain nombre d'exigences. On va faire des tests pour vérifier la robustness des passwords, comment il gère les vulnérabilités de son produit, comment il les prend en compte, les mises à jour de logiciels, tout ce qui est au niveau des données sensibles, des parties sensibles du produit, comment cela est pris en compte, la communication du produit vis-à-vis de l'extérieur, le risque des attaques. Par exemple, on peut faire du pentest, donc pour vérifier comment le produit répond s'il tombe dans les mains d'un hacker. Et on va vérifier aussi la partie software integrity. Voilà, donc dans la norme, on va retrouver un certain nombre de prescriptions. Je pense qu'il y en a 13. Et chacune d'elles va permettre de tester les principales fonctions de cybersécurité du produit. Et dans l'autre norme, la deuxième norme qui concerne la directive RED, on va également, voilà, elle est faite de la même manière avec, il y a 3 normes en fonction du type de produit. Donc j'ai listé là, la -1, la -2, la -3. La -1 va présenter plutôt des exigences générales. Et ensuite, dans chacune des normes, on va retrouver un certain nombre de fonctions, de tests qui seront applicables sur le produit. Donc on a des outils, on a des outils des scanners, des scanners de vulnérabilité qui nous permettent de tester un certain nombre de fonctionnalités. Ensuite, donc pour résumer, comment ça se passe la certification d'un produit? Il y a au départ une discussion entre nous et le fabricant. Donc le fabricant doit fournir un certain nombre d'informations. Donc dans la plupart de ces normes, on va trouver ce qu'on appelle des ICS, Implementation Conformance Statement, et l'ICSIT. Donc ce sont des documents que les normes ont prévus, c'est des checklists que le fabricant va compléter. Il va remplir, il va renseigner un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire comment lui il a pris, il va présenter le produit, les fonctions de sécurité, comment ça a été implémenté. Et tout le travail qui nous reviendra va consister à vérifier comment est-ce que ça tient par rapport à l'exigence de la norme. Donc certaines exigences vont être vérifiées de façon documentaire et d'autres vont être vérifiées par le test. Un peu comme ça se fait aujourd'hui dans le cas d'autres exigences applicables sur un produit. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va valider les checklists et le test plan. Donc on va faire les essais. Et ensuite, si l'ensemble des essais sont concluants,
on va se prononcer sur la conformité du produit et on peut émettre ce qu'on appelle un certificat de conformité pour le produit en question. Donc pour la première norme, voilà, donc ça c'est un schéma, un copier-coller de la norme, hein, comment ça se présente. Donc dans un premier temps, on va identifier le produit, savoir ce qu'on fait, ce que fait le produit. Ensuite, le fabricant, il va compléter l'ICS, là c'est un checklist, dans lequel pour chacune des exigences de la norme, toutes les provisions, il va dire voilà ce que j'ai mis en place, voilà ce que j'ai mis en place pour le 5.1, voilà ce que j'ai mis en place pour le 5.3, ainsi de suite. Ensuite, on va, pour certaines fonctions, il y a plus d'informations à fournir. Ça peut être des informations de haut niveau dans l'ICSIT. Donc, une fois qu'il aura complété l'ICS et l'ICSIT, il envoie ça à l'organisme, le laboratoire, et le laboratoire va faire ce qu'on appelle l'assessment, l'évaluation. Donc, on va vérifier, on aura le produit entre les mains, on aura les checklists que le fabricant aura complétées et on va dérouler la série des essais qui sont applicables pour chacune de ces exigences. Et à la fin, pass ou fail. Voilà. Donc en gros, et pour la deuxième norme, ça se passe exactement de la même manière. Donc il y a dans un premier temps les informations qui sont fournies par le fabricant à travers l'ICS et l'ICSIT. Donc on en retrouve le même processus. Il faut d'abord identifier le produit. Une fois qu'il est identifié, le fabricant ou le demandeur complète la documentation, transmet la documentation au laboratoire et ensuite, ça passe par un processus d'évaluation et de vérification. Donc, globalement, pour ces deux normes-là, on va retrouver, dans ces normes, on retrouve une classification en fonction des criticités de produits entre le produit très simple, type prise connectée Wi-Fi, ou à la limite la fonction, la sécurité n'est pas très importante, quoique j'ai déjà vu une prise connectée qui a pris feu. Frigo connecté, gateway, appareil un peu plus évolué. Donc dans les normes sont prévues des classifications qui permettent de dire ça c'est du basique, on va appliquer vraiment des exigences basiques. Là c'est des exigences un peu plus relevées et on a les produits où la cybersécurité est quelque chose d'important. Là on va appliquer ce qu'on appelle du substantiel. Voilà. Donc on peut passer sur du basique 2 à 3 jours d'évaluation. Sur du medium, on peut aller jusqu'à une dizaine de jours. Et sur des produits un peu plus robustes, plus costauds, on peut aller entre 15 et 20 jours d'évaluation. Après, ça dépend des produits, quoi. Donc c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Voilà, en résumé, les principaux services qu'on propose: évaluation, certification, tests de pénétration, des évaluations de cyber, hein, de sécurité. On fait des formations, on fait également de l'expertise et on s'appuie essentiellement sur les normes que je viens de présenter selon les secteurs d'activité. Donc actuellement, là où on travaille le plus, c'est les systèmes industriels, parce que là, les gros de l'industriel ont commencé à prendre la cyber depuis un moment. Le médical commence aussi. On commence à avoir des demandes d'évaluation dans le cadre du médical, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est applicable sur les nouveaux produits qui vont être mis sur le marché à partir depuis mai 2024. Donc voilà. Donc il y a un arsenal qui se met en place qui permet aux fabricants d'avoir au moins un moyen de tester la vulnérabilité de son produit avant de le mettre sur le marché. Mais ça reste encore un sujet que les industriels, comme les précédents conférenciers l'ont dit, c'est un sujet qui est encore assez difficile à appréhender pour les entreprises, hein, notamment les PME. Certains se demandent encore, est-ce que c'est utile, est-ce que je dois le faire, comment je dois prendre le sujet, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est pas évident. On fait des conférences, on discute on a des échanges avec nos clients, les industriels. C'est pas encore évident. Voilà, bon, ça c'est un peu de publicité, hein, c'est nos principales accréditations en matière de cybersécurité. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Si vous avez des
merci déjà pour votre attention et si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci, Monsieur Sissoko, pour votre présentation. Oui, tout au long de ces conférences, il a bien été mis en exergue que cette cyberattaque peut être aussi bien dans les petites entreprises, les grandes, etc. Et vous dites, comme les autres intervenants, les sensibiliser, c'est pas évident. Mais pourquoi ils ne viennent pas directement, ne font pas ce geste vers tous ces organismes, vers vous, les spécialistes, en disant mais je vais peut-être être attaqué. Quels sont les moyens de prévention que je dois mettre en évidence pour éviter une cyberattaque? Je pense qu'il y a un problème d'information d'abord. Parce que, donc je pense que, bon, malheureusement, on voit que dans ces conférences, il n'y a pas certains intéressés ne viennent pas forcément. Donc je pense qu'il y a un problème d'information. Il y a peut-être aussi un problème de démythification. Parce que jusqu'à présent, quand on parlait de cybersécurité, on était vraiment sur des choses high level, quoi. Moi, j'ai commencé à m'intéresser au sujet cybersécurité en 2016. Et en 2016, quand je discutais de cyber, à l'époque, en termes de réglementation, il n'existait que les critères communs. Mais les critères communs, ce sont des choses très high level qui sont applicables pour les services de l'État. Les passeports, la biométrie, vraiment comment protéger les banques, l'assurance, les cartes, transactions financières, ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai que quand j'échangeais avec ces gens-là, leur dire que voilà, nous on veut appliquer la cybersécurité sur une prise connectée, sur une gateway ou voilà. Au début, eux, ils comprenaient. Enfin, c'était dialogue parfois de sourds parce que eux, ils étaient sur leur truc très high level, genre écraser la mouche avec un marteau, quoi. Enfin, je caricature, hein. Alors que là, aujourd'hui, le besoin, on peut démarrer sur des choses simples. Par exemple, combien d'industriels vont implémenter des solutions de type Wi-Fi, Bluetooth, sans se préoccuper derrière de la vulnérabilité de ce type de solution. Moi, j'ai été confronté à ça. Bon, je viens du milieu de l'électromagnétisme et du wireless. Combien de fois j'ai fait des interventions sur des sites, sur des problématiques de brouillage radio. Donc aujourd'hui, si vous ajoutez au brouillage, le brouillage cyber, donc je pense qu'il y a, voilà. Donc je pense il y a un problème de sensibilisation. Après, le fait qu'il y ait des réglementations de ce type-là va inciter les industriels puisqu'ils seront obligés de le prendre en compte. Et après, il y a parfois se faire taper, comme a dit Monsieur Delaplace. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas eu de problème, parfois, on ne s'intéresse pas à la question. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se font hacker. C'est public. J'ai entendu mi-novembre une grosse entreprise, je crois que même c'est la plus grosse entreprise grenobloise qui s'est fait hacker. Pourtant, ils prennent en compte la cybersécurité depuis un moment, hein. Voilà. Alors moi j'ai une question, ça fait plusieurs mois qu'on entend pas mal parler par rapport à Windows 11 et leur fonctionnalité recall, d'inquiétude sur les données et que ce soit éventuellement un vecteur d'attaque si quelqu'un arrivait à pouvoir accéder aux données machines. Est-ce qu'au niveau européen, il y a des normes qui commencent à étudier la question par rapport à cette fonctionnalité-là ? Alors, il n'y a pas sur cette fonctionnalité spécifique Windows, il n'y a pas forcément de normes. Par contre, il y a des normes ou ce qu'on appelle des prises en compte de vulnérabilité qui se font à travers des spécifications. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué que, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la cybersécurité, avec le CEA Leti, là, on a commencé à travailler sur un scanner de vulnérabilité. Mais à l'époque, nous, ce qu'on voulait faire, c'était prendre en compte les vulnérabilités, les mettre dans une sorte de fonction de transfert. Et derrière, j'ai un produit, Windows, Bluetooth, hop, je lui soumets les vulnérabilités et je regarde comment il réagit. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très, très compliqué parce qu'il y en a tellement à prendre en compte qu'il fallait déjà faire le tri sur celles qui sont les plus représentatives.
Donc aujourd'hui, par rapport à ce type de problématique, la seule manière que je connaisse pour les prendre en compte, c'est à travers les vulnérabilités, développer du pentest ou prendre en compte, faire un moyen de test spécifique pour la prendre en compte. Mais il n'y a pas de... Les normes, aujourd'hui, elles disent vulnérabilité check. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon produit, s'il embarque du Linux, s'il embarque du Windows, s'il embarque telle ou telle fonctionnalité, je dois prendre en compte l'ensemble des vulnérabilités. Même dans les deux normes que je viens d'exposer, il y a tout un chapitre sur les vulnérabilités, mais il ne les cite pas de façon explicite. C'est nous, déjà, le fabricant, il va faire un premier travail en disant... Voilà, dans mon produit, il y a le truc Windows 11, il y a telle vulnérabilité, voilà le patch, voilà comment je l'ai prise en compte. Et derrière nous, on va vérifier que ce qu'il a mis en place est suffisant. Non. Merci. Ah. Merci. En fait, une petite question par rapport à l'utilisation de produits en cascade. Par exemple, imaginons qu'on a un produit connecté qui va récupérer des informations sur une machine et qui va les envoyer quelque part sur le cloud. Qui ne les envoie pas directement, bien entendu, il passe par un gateway qui est installé quelque part. Est-ce que le fait que notre gateway a déjà subi donc un contrôle et qu'il n'y a aucun risque, il n'y a aucun souci, je suis obligé d'aller contrôler tout ce qui est derrière? En gros, en faisant une petite image, c'est comme si j'ai bien sécurisé ma porte d'entrée. Est-ce que j'ai besoin d'aller sécuriser toutes les portes à l'intérieur? Ça, c'est une première question. Et l'autre, quand le même produit a plusieurs portes d'entrée, donc ça peut être en Ethernet, Wi-Fi, etc. Quand vous le contrôlez, est-ce que vous donnez un avis global ou c'est par, vous dites voilà, bah, normalement c'est bon, il a passé tous les tests, check, ok, il n'y a aucun souci, ou non, on a une forme de vulnérabilité dans la partie Wi-Fi, et dans ce cas-là, est-ce que le produit peut être utilisé quand même en utilisant, bah, voilà, cette partie-là, j'ai pas le droit d'utiliser, je peux passer par Internet, ou c'est vraiment une certification globale? En fait, deux choses. Donc quand on va certifier un produit, on va certifier le produit par rapport aux fonctionnalités du produit. Ensuite, on va regarder aussi la connexion du produit par rapport à d'autres environnements. Donc, de deux choses l'une. Soit on connaît les fonctions que le produit pourra avoir et comment échanger avec un autre produit. Donc, auquel cas, les entrées et les sorties vont être forcément testées à travers les tests de vulnérabilité ou des tests de pentest. Soit on ne connaît pas, et la certification se limitera au produit par rapport aux fonctionnalités qu'il embarquera au moment du test. Mais aujourd'hui, il y a un risque. Je ne sais pas, vous avez entendu parler de la convergence OT-IT. Il y a aujourd'hui, la question que vous soulevez est très problématique parce qu'on s'est rendu compte de plus en plus que certains produits qui étaient testés séparément, utilisés dans l'OT, c'est-à-dire dans l'opérationnel, dans une entreprise, par exemple, au niveau du site, au niveau de l'opérationnel. Et on s'est rendu compte qu'une fois qu'on les connectait à l'IT de l'entreprise, peut-être qu'il y a, quand l'OT, les produits OT, par exemple, des gateways, des produits d'automation, avaient été validés, ils avaient été validés par rapport à ces fonctionnalités-là. Et on s'est rendu compte que, à travers ces produits-là, certains hackers ont pu atteindre l'IT. Donc, et c'est pour ça que les normes type 62443 là, que j'ai présentées, elles sont composées de différentes parties. Donc par exemple, si je prends la 62443, il y en a une qui va gérer le process et une qui va gérer le produit. C'est-à-dire qu'en matière de cybersécurité, c'est très compliqué de distinguer le produit du process. C'est-à-dire qu'on va regarder le produit tout seul, à travers les fonctions qu'il embarque, mais on va regarder ensuite le produit, une fois qu'il va être mis dans un certain processus, comment la cybersécurité doit être prise en compte. Et ensuite, s'il y a des possibilités que ce produit soit connecté à l'IT de l'entreprise, c'est là où peut intervenir des normes type 27000. Vous connaissez peut-être ISO 27000, qui vont plus prendre en compte la partie IT. Nous, par exemple, dans notre entreprise,
On a eu des problèmes, c'est public, hein, on a eu des problèmes de cyber en 2018. Et on a mis en place, en fait aujourd'hui là, c'est pour ça par rapport à la question tout à l'heure de Martine, il y a des entreprises qui réagissent souvent quand elles ont déjà eu des problèmes. Et le problème, souvent, c'est que c'est ceinture bretelle, quoi. On se retrouve avec des choses, mais par exemple, nous, chez nous, tout est séparé. Tout, on est 60 000 dans le monde, tous nos sites sont ségrégés. Moi, je gère 2 sociétés, une à Aix, une en région parisienne. L'IT, on est séparés. On doit passer par des passerelles avec un certain... Ce qui fait que quand une entreprise est attaquée, ça ne passe pas forcément par l'autre. Comme tout à l'heure, un des présentateurs parlait de serveurs attaqués et ainsi de suite. Voilà. Mais nous, ce qu'on a mis en place, ça nous pénalise énormément parce que c'est très très compliqué, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est très difficile aujourd'hui de prendre en compte l'OT sans considérer l'IT parce que de plus en plus, l'OT est interconnecté à l'IT. Et quand vous achetez un gateway ou une gateway ou un produit Wi-Fi, automation et tout, parfois on ne sait pas trop comment il va être connecté après. Donc j'ai commencé à dire quelque chose, mais je suis parti sur... Et donc dans notre entreprise, par exemple, nous au labo, on a un labo dans lequel on a des oscilloscopes, des centrales de mesure, des analyseurs de spectre. Pour connecter un équipement, donc ça c'est le labo. Pour connecter un équipement sur l'IT du labo, il faut que l'équipement soit vérifié, il faut qu'on ait une autorisation de l'IT, de la sécurité. J'ai eu une centrale de mesure. Vous voyez, nous, dans notre labo, on doit contrôler les conditions d'environnement. Et il m'a fallu des mois et des mois avant d'obtenir l'accord que l'équipement de mesure de contrainte d'environnement, température, hygrométrie et pression, qu'on puisse le connecter, quoi. Donc là, on est vraiment dans un processus OT-IT. Donc eux, ils ne font pas confiance. Ils se disent, le produit a été testé. Il a été testé séparément. Peut-être qu'un certain nombre d'exigences de cyber ont été prises en compte, mais est-ce qu'ils ont pris en compte des exigences de l'IT qui peuvent remonter par ce produit? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Rien. Merci à vous.